le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau M. Michel Innocent-Péan, docteur en management financier de l'Université libre de Bruxelles. Il est avec nous à Paris. On va parler sur l'évolution politique et aussi les alternances en Afrique. Pour débattre sur ces sujets récurrents, sujets importants, nous avons sur ces plateaux, bien sûr, des journalistes des talents ici, Madame Yasmina Lalou, qui est ancienne de Jeune Afrique de 2004 à 2008, professeure de journalisme à l'École supérieure du journalisme de Paris. Vous collaborez aussi de plusieurs magazines sous couvert de IC. Voilà, le groupe IC qui publie différents magazines tels que News African, le magazine de l'Afrique, African Business, magazine de la femme africaine et African Banker. À ma gauche, nous avons M. Bernard Koch, qui est journaliste et professionnel de Zion TV, également de Afrique Antilles. Donc, il est spécialisé sur l'Afrique et également les Antilles. Moi-même, votre serviteur, Roger Bongos, journaliste SRTV, et également Afrique Rédaction et Afrique Continent. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on va aborder ce sujet sur les alternances en Afrique. On a remarqué ce qui s'est passé au Burkina Faso et dernièrement au Burundi. Est-ce que les gens qui ont une certaine velléité de rester au pouvoir, de s'éterniser au pouvoir, ont aujourd'hui une cause, quelque chose qui plaide à leur cause par rapport à ce qui s'est passé au Burundi? Un dictateur s'est maintenu au pouvoir. Oui, mais je dirais que dictateur se maintenir au pouvoir, ce serait peut-être trop dit. Parce que, à mon avis, je crois que dictateur, si c'est une appréciation interne, mais si c'est une appréciation externe, bon, je crois qu'on ne parlerait pas de dictature. La preuve en est que je l'ai énuméré dans mon ouvrage, quand j'ai parlé de la Libye de Muammar Kadhafi. Et hier, Muammar Kadhafi était traité de dictateur. Et où en sommes-nous aujourd'hui? On est dans une situation de non-État. Donc, dictature, oui, la vie de la nation. Je crois qu'il faut analyser toutes ces questions. Madame Yasmina, à vous. Justement, moi je vais rebondir sur la question de mon confrère Roger Bongos par rapport à cette question des dictateurs qui, comme vous l'affirmez dans votre livre, en fait c'est l'un des arguments de votre livre. Vous dites en gros, lorsque un leader charismatique est brutalement chassé du pouvoir, c'est alors le chaos qui règne. Et effectivement, les exemples sont nombreux, la Libye de Kadhafi dont on vient de parler, l'Irak de Saddam, l'Égypte de Moubarak, la Tunisie de Ben Ali, etc. Ce sont des dictateurs qui ont plutôt dans l'ensemble régné eux aussi brutalement. Mais en gros, est-ce que vous pensez que si les peuples qui les ont chassés avaient le choix aujourd'hui, préféreraient-ils le retour de ces dictateurs plutôt que la situation actuelle de non-État? En gros, en d'autres termes, est-ce qu'ils préféreraient la dictature mais l'ordre, ou bien la liberté mais le chaos? Le choix est clair. Un peuple de voir vivre une situation où on se retrouve dans des cas où il y a 100 000 morts, 150 000 morts, 200 000 morts, et de rester dans une situation où... Parce que la démocratie ne résulte pas seulement au respect des normes sur l'alternance, mais la démocratie aussi, c'est la stabilité, aussi c'est la paix, la démocratie aussi c'est la sécurité, la démocratie aussi c'est la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, la satisfaction des besoins vitaux de la population. Mais si tous ces concepts sont appliqués, sont réalisés, je ne vois pas en quoi parler d'une dictature. L'idée, en gros, c'est est-ce que ce ne serait pas plutôt quand leurs besoins fondamentaux primaires de ces peuples sont satisfaits par les entre guillemets, si vous préférez le terme entre guillemets, au pouvoir, est-ce que ce ne serait pas plutôt une sorte de prison dorée? Quand nous parlons de dictateur, dictature,
Moi, je crois que ce serait peut-être trop dur. Parce qu'on a eu des chaos, par exemple, au Cuba. Hier, on parlait de la dictature. Mais quelle situation ce pays a aujourd'hui? Quelle position ce pays a aujourd'hui? Oui? Si nous parlons de la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, nous parlons de la construction, nous parlons de quelqu'un qui bâtit. Moi, je crois qu'on ne parlerait pas tout de dictature. D'ailleurs, j'ai parlé de mon ouvrage, j'ai parlé de Margaret Thatcher, qui avait des principes durs, qui appliquait des mesures fortes à sa population. Mais Margaret Thatcher n'était pas dictateur. Voilà. Alors, une dame de fer. Une dame de fer, oui. Alors, dame de fer, bien sûr, on peut, si la dame de fer était présidente d'un pays africain, on pourra dire que c'est aussi une dictature. Dans cet ouvrage, j'ai parlé de la dictature de l'urgence et de l'action salutaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où j'explique que les pays africains ont besoin des hommes charismatiques, visionnaires, et qui ont un aura fort, et qui appliquent un certain nombre de méthodes. Mais ces méthodes sont qualifiées parfois de dictatoriales. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est installer la paix, la sécurité et le bien-être social. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, on a de velléités aujourd'hui d'aller vers la modification d'une constitution pour peut-être favoriser le président en place de rester au pouvoir. Et quelle est la lumière portez-vous par rapport à cela? Modifier la constitution pour maintenir le président au pouvoir, moi je ne l'affirme pas. Mais moi je parle d'un certain nombre de principes. En tant qu'écrivain, en tant que chercheur, j'ai eu l'occasion de le dire. J'ai eu l'occasion de faire mon analyse. Et je crois qu'il revient aussi à nous le rôle de le faire pour éclairer l'opinion nationale et internationale, pour éclairer notre peuple. En tant que chercheur, j'ai fait une analyse sur cette constitution du 20 janvier 2002. Elle présente des avantages énormes, mais aussi quelques insuffisances. Les insuffisances, j'ai cité le cas où la situation, de manière générale, de la population aujourd'hui n'est pas prise en compte. Et j'ai fait allusion à un certain nombre de couches sociales et qui sont comme négligées, qui sont comme mises au bord de la rive, s'il faut le dire. Dans mon ouvrage, notamment dans la page 115, la révision ou le changement constitutionnel en Afrique. Vous m'avez parlé du Congo-Brazzaville. Je voulais dire qu'en tant qu'écrivain et chercheur, nous avons le devoir d'éclairer l'opinion nationale et internationale, d'éclairer, de réveiller les esprits endormis pour qu'ils sachent réellement de quoi s'agit-il. S'agissant de la constitution du 20 janvier 2002 au Congo, vous constaterez avec moi que hier, la plupart de nos dirigeants qui étaient candidats aux élections présidentielles en 2009 n'ont eu que projet de société, le changement de la constitution. Ils ont eu comme projet de société le changement de la constitution. Et jusqu'à ce que la situation a évolué. Mais comme on le dit, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Mieux vaut tard que jamais. Cette situation a rebondi. Aujourd'hui, elle est récupérée par l'ensemble des couches dont j'ai fait allusion. Les jeunes, la société civile, l'opposition, le pouvoir traditionnel, le problème de parité. Donc toutes ces situations-là s'imposent aujourd'hui à notre pays. À la faveur de ce débat et qui a vu le jour, peut-être avec des élections présidentielles, il a permis d'éclairer les uns les autres. Et c'est là que les jeunes se sont rendus compte que nous avions été mis au banc de touche.